Et maintenant, nous allons passer à une figure très importante, donc des débuts des Spiritaines, donc celle de l'abbé Esch, qui va nous être présentée par le père René Schneider, Monseigneur, il est prélat de sa sainteté. Donc, il est prêtre du diocèse de Metz, mais il était pendant de très nombreuses années maître de conférences à l'université de Lorraine, où il enseignait l'histoire moderne et contemporaine, ainsi que l'histoire du christianisme. Bon. Il a également dirigé le centre de théologie de cette université, car cette université a un centre de théologie, c'est le Concordat, c'est pas Paris. Non. Donc nous allons l'écouter nous parler de l'abbé Esch. C'est pas dans le sujet. Je vais commencer par une réflexion de l'abbé Esch auprès d'Eugénie Caps. Vous avez peut-être pensé ne plus revenir vers moi. Faites comme vous voulez si vous voulez être perdu. Cette réflexion de l'abbé Esch, elle s'adressait à Eugénie Caps qui venait de se confesser à lui la première fois, et elle fut en fait à l'origine d'un accompagnement spirituel qui enracina et affermit le projet missionnaire de la fondatrice des Sœurs Spiritaines. C'est une réflexion un peu audacieuse, j'allais dire, pour ne pas dire autre chose. Mais il est utile pour comprendre cette audace de ce prêtre de le situer dans ce contexte très particulier du diocèse de Metz, annexé à l'Empire allemand depuis la défaite militaire de 1870. En effet, quand on regarde son parcours, ce parcours est plutôt classique. Il est né à Forbach le 3 novembre 1885, dans une famille très pieuse. Il a fait ses études secondaires au collège épiscopal de Bitsch, qui, sans être le petit séminaire officiel du diocèse, accueillait beaucoup de jeunes garçons qui ressentaient une vocation sacerdotale ou religieuse, et ce collège de Bitsch a été longtemps un collège qui a fourni beaucoup de vocations encore par la suite, parallèlement au petit séminaire officiel qui lui se trouvait dans la banlieue messine à Montigny-les-Metz. Tout naturellement, il entra aussi au grand séminaire de Metz et il a été ordonné prêtre par Monseigneur Benzler, son évêque, en la cathédrale de Metz le 17 juillet 1910. De santé délicate déjà, il a été nommé la même année vicaire dans la région de Bitsch, en Chambert, où il ne resta que quelques mois, avant d'être appelé à Petit-Rossel dès le 1er mai 1911. Là aussi, il ne va pas rester très très longtemps comme vicaire. Sa nomination, le 25 août 1913, à Bouzonville, semble avoir été motivée autant par quelques petits problèmes pastoraux, sur lesquels je reviendrai peut-être, que par la nécessité de soins réguliers à l'hôpital de Bouzonville, où il résidait, tout en assumant une fonction de vicaire. Et cette fonction de vicaire, il va l'assumer pendant 18 ans. C'est donc un jeune prêtre encore, sans une très grande expérience pastorale, qui va se révéler un guide précieux pour la jeune Eugénie Caps. Alors, essayons de le situer dans le contexte de l'époque. Je relèverai ici 3 éléments que je pense importants pour le comprendre. Sa situation comme prêtre dans ce diocèse assez particulier, sa formation au séminaire et, j'allais dire, l'ambiance missionnaire déjà de l'époque où il vit. Le traité de Francfort du 10 mai 1871 avait bouleversé brutalement l'évolution politique et religieuse du diocèse de Metz en cédant aux vainqueurs une partie de la Lorraine, la quasi-totalité de l'Alsace, l'Alsace-Lorraine devenant terre d'empire dans ce qu'on a appelé alors l'Empire, le Reichsland Elsass-Lothringen.
Cette incorporation à l'Empire allemand a été une rude épreuve pour la population lorraine, qui très vite a élaboré une sorte d'identification entre les intérêts du pays et les valeurs du catholicisme. En effet, alors que ce qui était possible de réaliser encore, une option était possible pour quitter le pays, alors que les classes dirigeantes s'exilaient, le clergé va rester en place à l'invitation de son évêque, Monseigneur Dupont-des-Loges, devenu très tôt le symbole vivant d'un d'effectif attachement à la patrie perdue. Et ce clergé, par le fait même, dans cette Alsace-Lorraine, va assumer la direction morale et politique des populations. Cette cohésion des catholiques autour de leurs prêtres est encore renforcée par l'introduction de ce qu'on a appelé le Kulturkampf, c'est-à-dire la lutte contre le catholicisme dans l'Empire allemand, autour de ces années 70. Cette introduction en Alsace-Lorraine, désormais allemande, est renforcée aussi par l'arrivée des immigrés allemands. Sur le plan religieux, en effet, ces nouveaux venus étaient en majorité protestants, ce qui assura aux communautés protestantes une présence qu'elles n'avaient plus connue dans le diocèse depuis le XVIe siècle, mais ce qui contribua aussi à souder sur une base religieuse la population. Et aux catholiques et lorrains, on opposait volontiers le protestant et allemand. La place prépondérante ainsi du clergé, que je voudrais souligner ici, explique son rôle au fil des années dans le rassemblement des Lorrains sur le terrain du particularisme, grâce en particulier au chanoine Henri Collin, directeur du grand quotidien catholique de langue française, le Lorrain, qui est fondé en 1823 et qui reste un journal entièrement écrit en français. C'est ce journal qui diffusait la formule « Catholique mon nom, Lorrain mon prénom ». Il est vrai que, plus de 30 ans après le traité de Francfort, nous sommes donc là, aux alentours des années 1900, la population, bon gré mal gré, s'était accommodée du régime allemand et la coexistence entre communautés lorraines et allemandes devenait plus aisée. Mais, et j'en viens ici à la formation des prêtres, la formation des prêtres restait néanmoins plutôt orientée vers la France, malgré les efforts de germanisation du gouvernement et malgré la méfiance devant le renouveau de l'anticléricalisme militant en France. L'ambiance était tout à fait différente, bien sûr, en France, à l'époque, au cours de ces années, puisque ce sont des années qui vont aboutir à l'expulsion des congrégations et à la séparation de 1905. Le gouvernement allemand avait pourtant exigé l'utilisation de l'allemand comme langue d'enseignement au séminaire, ce qui ne se réalisa pas d'ailleurs, et le renvoi surtout des sulpiciens. Des sulpiciens qui est donc une congrégation de prêtres qui était destinée à la formation des séminaires. Dès le début du siècle, l'évêque d'alors, Monseigneur Geoffrey, à Metz, avait voulu faire venir des sulpiciens, mais il a fallu attendre le milieu du siècle, un peu plus même autour des années 1860, pour les faire venir. Donc ces sulpiciens étaient en place, mais ils étaient très français aux yeux des Allemands qui voulaient absolument les faire partir. Monseigneur Dupont-des-Loges, l'évêque en place, à ce moment-là, ne l'a pas fait. Son successeur, en revanche, devant les insistances, va se soumettre au vœu du gouvernement en faisant rappeler par le supérieur général de Saint-Sulpice à la fois le supérieur et l'économe du séminaire, ainsi que le professeur d'écriture sainte. Il va toutefois garder Jean-Nicolas Dorvaux, le professeur d'histoire ecclésiastique, sulpicien lui aussi, mais originaire d'Alsace-Lorraine, ce qui lui permettait de le garder, qui a été le futur supérieur du grand séminaire, et qui va contribuer à faire que les traditions sulpiciennes demeurent
avec les manuels sulpiciens d'ailleurs, en particulier la spiritualité de l'école française, ce qui me paraît important pour comprendre aussi ce rôle que l'abbé Haïch va jouer auprès de Géraldine. J'avoue que je suis plus habitué à Géraldine. Profitant de son droit de nomination, Monseigneur Fleck nomma en effet des prêtres du diocèse, en particulier l'abbé Jean-Baptiste Pelt, qui va être professeur d'écriture sainte, et que Jacques Haïch connut comme supérieur à son entrée au grand séminaire. Monseigneur Benzler, évêque allemand, alors que Monseigneur Fleck avait été originaire d'Alsace-Lorraine, Monseigneur Benzler, qui lui vient véritablement de l'Allemagne profonde, qui va succéder à Monseigneur Fleck en 1901, va tout de même garder la même ligne de conduite, ne pas imposer l'allemand, malgré les pressions exercées pour envoyer les séminaristes à la nouvelle faculté de théologie créée à Strasbourg par le gouvernement allemand, et qui, dans son esprit, devait accueillir tous ceux qui se destinaient à la prêtrise, au sacerdoce. Les jeunes prêtres, même, qui terminent donc tout de même leur séminaire à Metz, qui sont appelés à continuer leurs études, n'ont pas été dirigés vers des universités allemandes, mais continuaient à aller à Saint-Sulpice, à Paris, ou bien à Rome, où ils étaient accueillis à la procure des Sulpiciens. Ce que j'ai eu la chance aussi d'avoir encore avant que cette procure ne disparaisse. Enfin, ne disparaisse au moins du lieu où elle était, dans ces années. Ce même regard vers la France, qui reste donc très présent, explique aussi en partie, bien sûr, l'intérêt des diocésains de Metz pour les missions en cette fin du XIXe siècle, siècle important pour les missions, où les 2/3 des prêtres catholiques exerçant en pays de mission sont français, et où les fonds versés à la propagation de la foi proviennent pour moitié de la France. J'ai dénombré pas moins de 12 congrégations missionnaires masculines, 7 congrégations missionnaires féminines, qui comptent des membres originaires du département de la Moselle dans leur rang à cette époque-là. Il faut dire que les recruteurs, vous voyez ce que je veux dire, des diverses congrégations sont toujours bien accueillis dans les paroisses, et la générosité des Alsaciens lorrains lors des quêtes pour les missions s'est encore amplifiée après la Première Guerre mondiale. En 1921, s'organisèrent dans tous les départements des semaines missionnaires cantonales qui se déroulaient tous les 2 ans dans les cantons ruraux. Il y avait l'exposition là des dons paroissiaux, la vente d'objets indigènes, entre guillemets, des prédications, des temps de prière, des cérémonies religieuses grandioses qui mobilisaient la population et qui contribuaient à faire du diocèse de Metz l'un des diocèses les plus généreux pour les missions. La congrégation du Saint-Esprit, qui ouvrit un noviciat à Neufgrange en 1903, était particulièrement populaire dans le diocèse, où on aimait rappeler que c'était lors de son passage à Metz pour poursuivre ses études rabbiniques entre 1822 et 1825 que Liebermann connut ses premiers doutes et entama sa conversion au catholicisme. Le père de Jacques Haïch offrit d'ailleurs à son fils, alors au collège de Bitche encore, une biographie de Liebermann, et Jacques Haïch rencontra au grand séminaire des condisciples attirés par cette congrégation, en particulier un Pierre Jung qui intégra le noviciat de Neufgrange en 1913. Lorsque Jacques Haïch est donc nommé à Bouzonville, le souci des missions est très présent dans son esprit. Mais il veut surtout, dans un premier temps, le faire partager autour de lui. Il le conçoit comme un axe essentiel de son ministère. Et pour sa réalisation, il a même envisagé déjà un vaste plan pour fonder une nouvelle congrégation un peu particulière, en 3 branches, une œuvre de religieuse missionnaire directement, devant aller donc en mission, une œuvre d'auxiliatrice des missionnaires qui éveillerait les familles aux intérêts des missions sur place,
et une œuvre d'institutrice qui favoriserait les vocations missionnaires. Donc une fondation assez large, un peu particulière, il faut le reconnaître. Il avait même trouvé à Petite-Rosselle, où il venait d'être nommé dans un deuxième temps, des jeunes filles prêtes à tenter l'expérience, mais cette expérience a capoté, elle a été un échec, qui fut d'ailleurs aussi à l'origine de son changement de paroisse. Il garda toutefois des contacts avec plusieurs de ses filles, dont l'une ou l'autre se rapprochèrent plus tard d'Eugénie Caps, et l'une d'entre elles, je crois même deux d'entre elles, sont entrées dans cette nouvelle congrégation par la suite. Cette expérience délicate de Petite-Rosselle explique sans doute sa prudence devant les projets d'Eugénie, mais il avait perçu immédiatement chez elle une grande ouverture spirituelle, une personne capable d'entrer dans ses propres projets, pas tout à fait abandonnée. D'où sa réaction lorsqu'il la rencontre profondément la première fois dans cette confession. Comme tous les paroissiens de Bouzonville, Eugénie est également frappée par le zèle apostolique, le dévouement et la charité inlassable de ce prêtre qui, dans une vie toute simple et pauvre, il résidait dans une pièce, dans une chambre à l'hôpital, donnait tout son temps, sa santé déjà précaire, sa vie à ceux qui venaient le trouver et se recommander à ses prières. L'abbé Haïch va l'aider à entrer dans une intimité plus grande avec Dieu, dans des échanges tout simples avec Jésus. Et je pense que ce courant de spiritualité française était important ici. C'était une rencontre avec ce que Eugénie ressentait profondément. Et c'est lui aussi qui va l'encourager à une communion fréquente, ce qui nous paraît évident aujourd'hui, mais ce qui n'était pas encore si naturel à cette époque, malgré, toutefois, les directives du pape Pie X, qui avait encouragé précisément à la communion fréquente et à la communion plus rapprochée du jeûne également. Ce qui va permettre à sa vocation de mûrir et de s'affermir au long de ces années, la vocation de Eugénie, ce sont autant les réticences de l'abbé Haïch devant son projet missionnaire que les difficultés à le réaliser, car éclate la guerre de 14-18 et Eugénie découvre pendant tout ce temps-là, qui va être un temps de mûrissement, découvre toute l'importance de l'oraison et de la contemplation dans une vie active, et elle écrit elle-même dans ses notes « Je ne puis concevoir une vie active qui ne soit basée sur une vie très, très intime avec Dieu. » Elle n'est cependant pas en accord avec son directeur spirituel pour l'action à entreprendre, car pour elle, il s'agit d'une fondation nouvelle, entièrement missionnaire, alors que l'abbé Haïch pense le moment venu de reprendre ses propres projets, et de la suite dans les idées. Eugénie écrit dans son cahier « L'œuvre de mon directeur était plutôt une œuvre universelle, s'adaptant à toutes les nécessités de la vie chrétienne. Je ne comprends pas trop ce qu'il voulait. » Néanmoins, un petit groupe d'amis se constitue progressivement autour d'Eugénie et de l'abbé Haïch qui en assurait la direction spirituelle. Eugénie restait ferme dans son projet de sœur uniquement missionnaire et, à la fin de la guerre, elle estima que le moment était venu de le réaliser. Un événement inattendu précipita l'orientation des recherches. Lors d'une exposition missionnaire, Eugénie acheta un ouvrage sur la vie du vénérable Liberman, et cette lecture la bouleversa au point de vouloir vivre désormais selon cette spiritualité. En fait, elle rejoignait ainsi un désir profond de son directeur, lui aussi saisi par une telle lecture quelques années auparavant, comme il l'écrit en 1920 à Monseigneur Leroy. « Je sens, écrit-il, que mon cœur ne cessera pas d'être épris de la gloire de Dieu et du salut des âmes par la vie intérieure et les missions. Moi aussi, je veux être saint et missionnaire avec la grâce de Dieu, comme la vie du bienheureux père Liberman, il y a 10-12 ans, me l'avait suggéré. Elle m'avait saisi profondément, cette vie, et je ne dis pas trop en disant qu'elle m'avait renversé. Je pourrais en dire encore davantage. » C'est ainsi que tout naturellement, l'abbé Haïch
orienta Eugénie vers les pères spiritains, très présents en Alsace-Lorraine, surtout depuis leur retour en 1894. En effet, assimilée à la Compagnie de Jésus au moment du Kulturkampf, cette congrégation avait été interdite jusqu'à cette date. Mais le gouvernement allemand se rend compte qu'il y a pas mal de vocations, et toutes ces vocations quittent l'Alsace-Lorraine, parce que la formation, bien sûr, va se faire ailleurs. Alors, souhaitant arrêter l'émigration des futurs religieux alsaciens lorrains vers la maison et la parisienne, les autorités politiques avaient fini par autoriser la congrégation du Saint-Esprit à s'installer à Saverne en 1900 et donc à installer ce noviciat à Neufgrange en Lorraine, cette fois-ci en 1903. Eugénie écrivit donc le 30 octobre 1919 au supérieur de cette dernière institution pour mettre la petite communauté de Bouzonville à la disposition de la congrégation du Saint-Esprit, en soulignant « C'est notre vicaire actuel, M. l'abbé Heich, qui, dans sa grande dévotion au vénérable Liebermann, nous a inspiré son amour et sa vénération pour la congrégation du Saint-Esprit et du Cœur Immaculé de Marie. » Désormais, l'abbé Heich laisse momentanément de côté ses propres projets pour appuyer totalement l'œuvre d'Eugénie. Il est vrai que, échaudé sans doute par l'échec de Petite Rosselle, et craignant par là même les réticences de l'évêque, il hésite d'abord à s'adresser à Monseigneur Pelt, qui lui venait de succéder à Monseigneur Benzler, qui avait été expulsé par les Allemands à la fin de la guerre, s'adresse donc à Monseigneur Pelt qu'il avait connu comme supérieur du séminaire. Mais il hésite tout de même à s'adresser à lui pour obtenir son approbation, et il faut l'insistance du père Claus, supérieur de Neufgrange, pour qu'il accepte par demander un rendez-vous à l'évêque. Il est vrai que du côté spiritain, les choses se précisaient. Monseigneur Leroy, supérieur général de la congrégation, ayant appris le projet d'Eugénie, accueillit à bras ouverts cette petite communauté et lui proposa, bien sûr, après une formation, de travailler en collaboration avec les pères du Saint-Esprit dans leur mission, sous le nom de sœurs missionnaires du Saint-Esprit, sous le vocable du Cœur Immaculé de Marie. Cet accord fut trouvé à la maison mère, rue de Laumont, nous y sommes, où Monseigneur Leroy rencontra Eugénie et une de ses compagnes, Lucie Lay, ainsi que l'abbé Heich, qui les accompagnait. Une seule condition restait à accomplir, obtenir l'accord de l'évêque. L'entrevue eut finalement lieu le 2 décembre 1920. Il faut dire que Monseigneur Pelt restait plutôt sceptique, mais ce qui était important pour le petit groupe, c'est qu'il ne s'opposa pas à ce projet. Et Eugénie note, il nous accorde sa bénédiction, sa bienveillance. Cette attitude prudente fut jugée suffisante par Monseigneur Leroy pour mettre en œuvre le projet. Les débuts furent difficiles dans une maison louée à Farchevillers. C'est connu. L'abbé Heich, qui voit tout de même dans cette fondation une réalisation de ses propres projets missionnaires, se dépense sans compter pour soutenir la petite communauté, pour la soutenir spirituellement, moralement, mais aussi matériellement, allant même jusqu'à donner une partie de son modeste mobilier. Il faut également, chez lui, surmonter une grande déception. Dans le petit groupe qui s'était constitué autour d'Eugénie et de l'abbé Heich, plusieurs jeunes filles renoncent à quitter Bouzonville, où d'ailleurs les paroissiens ne comprennent pas pourquoi cette communauté ne reste pas dans cette localité. Et il y a eu là certainement des moments difficiles pour faire accepter à la population ce départ et aux familles des trois qui vont partir. C'est donc Eugénie et 2 volontaires seulement que l'abbé Heich accueille finalement sur le seuil de l'église paroissiale au matin du 6 janvier 1921, considéré comme le véritable départ, je crois, pour la congrégation des Spiritaines. Malgré ces débuts difficiles, les postulantes arrivent d'Alsace et de Lorraine, mais aussi d'autres diocèses,
Ce qui pose très vite le problème de la langue, car tout se fait en allemand. D'autant plus que Farschwiller, comme Bouzonville d'ailleurs auparavant, est situé dans la zone germanophone d'un diocèse qui est traversé depuis le Moyen-Âge par une limite des langues qui sépare les régions germanophones, plus au nord, des régions francophones davantage au sud. Ce n'est donc pas l'annexion par l'Allemagne qui a fait entrer l'allemand dans le diocèse. Le diocèse était déjà habitué à avoir ces deux langues depuis toujours. Cette différence de langue, en tout cas, avec les nouvelles venues, va accentuer un malaise beaucoup plus délicat pourtant, concernant l'animation spirituelle de la communauté. L'abbé Aïch, qui passe régulièrement et se considère toujours comme le directeur spirituel de la communauté, n'est pas tout à fait en accord avec les pères spiritains qui ont eu mission d'accompagner les filles dans leurs projets missionnaires. Car il a toujours ces petites idées de quelque chose de plus vaste avec des présences sur le terrain. Eugénie elle-même reconnaît que cela pose un réel problème auquel elle a elle-même déjà été confrontée, car l'abbé Aïch revient à son projet initial, plus divers que uniquement destiné aux missions lointaines. C'est pourquoi, en accord avec les spiritains, elle fait comprendre douloureusement, il est vrai, à l'abbé Aïch qu'il doit se séparer du groupe. Ce fut une terrible épreuve pour ce prêtre, pour qui cette fondation était l'œuvre majeure de toute une vie. Sa foi profonde lui permit cependant de poursuivre sa tâche avec une conviction renouvelée, sans perdre de vue la cause missionnaire qui avait guidé tout son apostolat. Il continue à susciter des vocations missionnaires parmi la jeunesse, et j'ai été tout heureux tout à l'heure de retrouver Pierre Pritz, qui est parmi vous, je ne sais pas où il est maintenant, il est là-bas au fond, oui, qui m'a assuré, originaire de Bouzonville, et qui m'a assuré qu'effectivement, dans sa famille, il a toujours su que l'abbé Aïch avait suscité 3 vocations religieuses, 3 vocations missionnaires. Donc, ça confirme ce que l'on savait déjà. C'est ainsi d'ailleurs qu'il va former un groupe de jeunes filles qui deviendront des auxiliatrices précieuses pour les pères de Bétharam sous le nom de sœurs de Bétharam, et dont la formation commence dès les années 1925. Donc l'abbé Aïch a été prié de s'éloigner de la communauté spiritaine 3 ans auparavant. Il s'est bien ressaisi. Il met en place aussi des bureaux de mission destinés à garder vivante la flamme missionnaire au cœur de tous les chrétiens. Le souci missionnaire l'habite toujours, lui qui aurait tant voulu partir également dans les missions, mais dont la santé précaire n'avait jamais permis d'intégrer un quelconque institut missionnaire. Il a demandé à beaucoup d'ordres, au Montfortin, au père de Bétharam, etc., etc. Je ne vais pas énumérer toutes les demandes jusqu'à l'évêque en Amérique du Sud, l'évêque de Quito, en Amérique du Sud. Cette fragilité de santé se vérifie finalement dans la disparition prématurée de ce prêtre qui meurt dans sa 46e année, le 5 janvier 1931, à Forbach, sa ville natale, où il avait demandé à être ramené au moment de sa mort. Les obsèques furent imposantes, à la mesure de l'influence qu'il avait exercée et de sa popularité de sainteté à Bouzonville, dont la population était venue en masse à Forbach et qui a tenu à garder vivante sa mémoire en apposant au fond de l'abbatiale de Bouzonville une plaque sur laquelle on peut lire encore aujourd'hui, à la mémoire de M. l'abbé Jacques-Eugène Aïch, vicaire de Bouzonville, 1913-1931, il a passé en faisant le bien.